Bonjour, aujourd'hui on va installer un serveur de cache. Je croyais l'avoir fait, mais en cherchant un peu dans mes notes, eh bien non. J'en ai probablement parlé, mais je n'ai jamais expliqué comment le faire. Eh bien ça va être réparé. Alors oui, j'en ai parlé dans mes documents. Alors là, ça date pas d'hier, c'était il y a 10 ans. Comme quoi ce n'est pas nouveau. Et non, il n'y a rien de changé, ce qui était valable il y a 10 ans l'est toujours. J'expliquais comment faire un serveur de partage et de filtrage en même temps. Là, je vais juste m'arrêter à l'installation d'un serveur de cache pour accélérer vos téléchargements, vos mises à jour et installations. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Alors si vous avez la fibre 10 gigabits à la maison, ce n'est pas pour vous. Par contre, c'est pas pour autant que vous allez télécharger à la vitesse de la lumière. Si vous faites de nombreuses installations de Windows, vous le savez bien. Vous savez aussi que certains repos Linux ne sont pas non plus des foudres de guerre. Alors je vais partir d'une machine Debian. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, c'est pareil sur toutes les distributions. Parfois il faudra désactiver ce Linux ou autoriser un port pour le firewall, mais ça reste de l'utilisation de base. Je prends une machine installée à son minimum, pas d'interface graphique, pas de soft additionnel, un truc vraiment tout basique. Si possible, on prend quand même une machine avec un bon disque dur, une bonne carte réseau, c'est surtout ça qui va être le plus sollicité. Je vous fais grâce des actions de base comme les mises à jour, la configuration du SSH. Pour les fans, vous pouvez installer Webmin ou Cockpit pour les distribs qui le proposent. Bref, vous prenez la machine que vous voulez. Il est évident que si vous ne suivez pas, j'ai déjà fait 400 vidéos avant qui parlent d'installation, de configuration, d'ajout de soft, de formatage de partition, tout a été déjà dit là-dessus. Et comme d'habitude, je vous fournis un fichier avec toutes les commandes. Vous suivez, vous copiez, vous collez et roule, c'est tout bon. Et pour comprendre, pour avoir les infos supplémentaires, pour la démo, la suite, c'est ici. Alors personnellement, j'utilise des IP fixes qui sont fournis par mon DHCP, en fonction de l'adresse MAC. Je ne suis donc pas embêté avec les changements d'adresse, sinon, vous n'avez pas trop le choix. On peut aussi le faire au travers d'un serveur de DNS si le serveur de DNS enregistre la machine. Alors j'arrête là. C'est dans le fichier d'aide et sinon vous devriez savoir le faire. Si vous en êtes à installer un serveur de cache ou en tout cas regarder une vidéo qui vous explique comment créer un serveur pour pouvoir cacher les fichiers pour pouvoir accélérer, c'est que vous touchez quand même assez souvent aux machines. Alors, ça va quand même aller très vite, même si j'ai pas mal réduit les prérequis, il y a pas mal de choses à voir, alors je ne traîne pas. Je vais faire un copier-coller, c'est pour ça que je disais qu'une connexion SSH c'est quand même bien pratique. Le temps d'appuyer sur entrée et ça va s'installer. Je fais un apt get install, squid, apt catcher ng, log rotate. Je vais installer tout d'un coup, c'est-à-dire presque rien. On va installer Squid, qui est le proxy de référence tout système confondu, et qui est quand même un peu plus mal connu, mais quand même très bien pratique pour mettre en cache tous les paquets d'installation de Linux. Log rotate, j'en parle même pas, c'est pour la rotation des logs. Squid va encaisser des milliers de requêtes, tout ça c'est logué, même sous forme de texte, ça prend parfois un peu de place. Donc on prévoit une rotation des logs. On laisse le truc par défaut, c'est très bien. J'en parle un peu à la fin du document, mais ici je ne l'aborde même pas. Alors si Squid est bien configuré, à lui seul ça va suffire. Mais on va voir quand même apt catcher ng.
pour voir ce que ça donne, et même avec votre fibre, vous allez voir qu'on finit par être gagnant. Bon, j'en ai pas parlé, c'est du cache, il faut pas faire semblant non plus avec les seuls disques. En charge, vous allez très vite remplir votre disque de 1 Tera. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Je reviens pas non plus là-dessus. Alors on va commencer par configurer Squid. Bien sûr, avant toute opération, on va effectuer une sauvegarde du fichier de configuration fourni avec le programme. À moins que vous soyez sûr du coup. Sinon, je fais un cp de etc squid.conf vers etc squid.conf default ou old, comme vous voulez. Après, comme de toute façon je vais le remplacer, je peux très bien faire un mv, et c'est surtout ce que je vais faire, un mv /etc /squid.conf espace /etc /squid.conf default. Vu que de toute façon je vais le réécrire complètement, je n'ai pas besoin de garder l'ancien. Après, je vous invite quand même à aller le voir, hein, mais je vais en reparler tout de suite. Et on va remplacer son contenu par un modèle de configuration un petit peu plus classique. Donc je vais faire un VI, un nano. Donc là, je ne reviendrai pas non plus entre le VI et le nano. Ici, j'utilise nano parce que VI est un petit peu trop coloré pour la vidéo. Et je vais faire un copier-coller dans mon etc squid.conf du fichier contenu dans mon document. Alors si vous voulez pas prendre le fichier que j'ai mis, les données que j'ai mis, vous pouvez toujours lire les 9000 lignes qui font partie du fichier par défaut. Puis vous y laissez ce que vous désirez. Alors ça va vous faire probablement sourire, mais la première fois que je fais ce fichier de conf, eh bien il n'y a pas lu le faire, ça m'a pris quand même un moment. J'ai lu les 9000 lignes, j'ai supprimé ce qui m'intéressait, ce qui m'intéressait pas, pour en faire le fichier qu'on a maintenant. Alors on va quand même noter qu'il y a un cache qui est totalement démesuré, avec une limite de 1 giga pour les fichiers téléchargés. Le but de Squid étant ici le cache, c'est donc indispensable. Puis après avoir placé dans le fichier le contenu donné dans le document, on va créer un fichier qui va contenir les différents serveurs, les différents ACL. Ici je prends les serveurs Microsoft, mais je pourrais très bien prendre n'importe quel autre serveur si effectivement on est amené à faire du téléchargement toujours sur les mêmes. Alors pour lesquels justement il n'y aura pas de limite, puisqu'il faut bien télécharger, et chez Microsoft, bon, c'est quand même un petit peu plus costaud, on se retrouve souvent avec des fichiers qui vont jusqu'à 3 Go, donc justement, l'idée est bien d'autoriser pour ces serveurs des téléchargements quasiment illimités. Alors suivant qu'on voudra utiliser apt-capture-ng après ou non, on pourra aussi y ajouter les serveurs de repos pour les différentes versions, les différentes distributions de Linux. Donc, on ouvre le fichier avec un VI, avec un nano, je reviens pas dessus, dans etc squid bw limite domaine. Alors je l'ai appelé comme ça parce qu'il s'appelle comme ça dans le fichier de configuration par défaut. Mais sinon, vous pouvez aussi lui donner le nom que vous voulez. Il suffit juste de changer ça dans le fichier de configuration. Et j'ai fait un copier-coller, la liste des serveurs, qu'on n'aura pas de limite en taille de fichier. Alors tout ça, c'est quand même assez souple pour pouvoir être adapté. Alors c'est fini avec la configuration de Squid. Ici, ce n'est que du cache. Après, l'utilisation en proxy avec filtrage, bon, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Même si mon fichier d'origine a bien vieilli, ça reste quand même d'actualité. Et de toute façon, on change pas une équipe qui gagne. On utilise un SquidGuard, on utilise les fichiers avec les différents domaines pour pouvoir bloquer. Mais ça, c'est quand même une autre histoire. Quand c'est configuré, quand on a créé nos différents fichiers de configuration, on va pouvoir démarrer ou redémarrer le serveur Squid. Pour moi, j'ai partitionné mon disque, donc j'avais un disque de d'1 Tera à l'origine sur ma machine, avec 10 Go pour le swap, parce que quand même on peut en avoir besoin par moment,
et 10 Go pour le système et tout le reste dans une partition que je vais monter dans Data. Après, chacun fait comme il veut. Il peut le monter où il veut. Chacun organise sa machine comme il veut. Un dossier spécifique pour les datas, c'est quand même plus facile à nettoyer. Après, on pourrait très bien le laisser comme il est là et tout simplement laisser une partition d'1 Tera pour le système et on met les données à l'intérieur. Ça reste quand même la même chose, mais on aime bien quand même séparer le système pour éviter qu'il se bloque. On ne sait jamais, on peut quand même remplir notre fichier d'1 Tera. Donc si vous avez créé une partition dédiée aux data, on choisit de rediriger le dossier à l'emplacement prévu à cet effet. Et sur Linux, c'est tellement facile de lier un dossier dans un autre, ça se fait tout seul. Et par là, je vais définir le dossier de cache. Par défaut, il est dans la configuration, il est prévu dans var spool squid. Eh bien, je vais le supprimer pour créer un lien symbolique entre data cache squid. Donc, je vais tout simplement faire un rm-rf /var spool squid. Je vais faire un mkdir de data cache squid et je vais faire un ln-s /cache var spool squid. C'est transparent pour le système, on pourrait le mettre dans un fichier de conf, mais c'est quand même plus propre comme ça. Puis on va initialiser squid, puisque squid, comme on l'a vu, comme on peut le voir dans la configuration, alors j'ai pas non plus fait le tour de tous les paramètres du fichier de configuration, sinon demain on y sera encore. On va tout simplement arrêter squid, donc on va faire un systemctl top squid. Je vais faire un /mode 777-r majuscule /var /pool /squid. Donc en fait je vais mettre tous les droits sur le dossier var spool squid. Et je vais faire un /user/bin /squid -z. Donc le -z initialise les différents dossiers et sous-dossiers qui sont dans le cache. Alors c'est suivant ce qu'on a déterminé, mais ici j'ai demandé de créer un cache démesuré, mais ça j'en ai déjà parlé, qui fait 256 dossiers avec 256 sous-dossiers dedans. Ça fait quand même 65 000 dossiers à créer. Alors c'est parfois un peu long. Il faudra aussi parfois appuyer sur la touche entrée une fois que le job sera terminé. Par contre, si vous laissez 256 dossiers comme c'est prévu par défaut, ça déroule en une demi-seconde et la commande se ferme. Ici, je suis quand même obligé d'appuyer sur entrée. Donc des fois on oublie, on le laisse tourner pendant quelques minutes et au bout de quelques minutes on le dit c'est quand même un peu long. Alors rien de compliqué, rien de spécial, il faut juste suivre, attendre, lancer, valider. Et quand c'est fait, eh bien on va pouvoir redémarrer Squid. Alors même si vous avez tout suivi et fait comme il faut, il ne devriez pas avoir de soucis, mais je vous conseillerais quand même de vérifier le statut de Squid après. Parfois, on loupe un chmod 777 pour le dossier de cache, et là, Squid démarre pendant 3 secondes et finit par se couper. Alors on fait un systemctl statut Squid, et là on a l'esprit tranquille pour pouvoir passer à notre apt catcher des paquets Linux. Bien que Squid fasse très bien son travail pour des paquets deb et des paquets RPM, il existe un outil encore plus efficace qui va gérer les différents accès au dépôt. Ça gère aussi les versions, les paquets obsolètes. Et en plus, dans les dernières versions, on n'a même pas besoin de changer la configuration puisque tout est déjà fait. Mais surtout, ça correspond juste à nos besoins. Alors c'est quand même nettement plus intéressant que de créer un serveur de dépôt. Donc j'ai déjà expliqué comment on pouvait faire un serveur de dépôt. apt-catcher-ng, lui, va permettre de ne stocker que les paquets qui sont nécessaires. La première fois qu'ils vont être demandés, ils vont être téléchargés et ensuite ils seront fournis directement, un peu comme le fait Squid, mais c'est spécifique au paquet. Alors un serveur de repos,
Pour ceux qui l'ont déjà fait, ça monte très vite à des centaines de gigas pour une seule distribution. Si vous n'installez pas les 3000 ou les 30 000 paquets qui sont dans la distribution, pourquoi alors les stocker? apt-cacher-ng, lui, va n'utiliser que ce qu'il a besoin. Alors il va utiliser le port qui lui est configuré, mais par défaut, c'est le port 3142 qui sera utilisé. Comme on ne va pas toucher à la configuration, et c'est connu, on va pouvoir le laisser comme ça. Alors le serveur s'installe avec une simple commande apt-get install, apt-install, apt-cacher-ng. Alors en principe, si vous l'avez suivi le début, si vous n'êtes pas parti en vous disant j'en sais pas et j'en sais assez de toute façon, donc je l'installe ou je ne l'installe pas, il devrait être dans ce cas-là déjà installé. Puis on configure le serveur suivant les besoins. Ça se fait dans le fichier etc apt-cacher-ng acng.conf. Les premières versions d'apt-cacher-ng ne prenaient en compte que les paquets deb. Aujourd'hui, la plupart des distributions sont prises en compte. Mais c'est un choix de configuration. Mais le cache ne sera utilisé que si c'est indiqué dans le gestionnaire de paquets. Il peut très bien rester vide éternellement. Comme il est déjà configuré, on va juste modifier la variable cache-dir, là où sont stockés les fichiers, là où vont être stockés les fichiers en cache. Même s'il ne télécharge que ce qu'on va installer, les 10 Go du système vont pas durer longtemps. C'est toujours suivant la configuration que vous avez appliquée sur votre machine. Si vous avez mis 1 Tera dans la partition système, il n'y a rien à faire. Donc on va changer cache-dir /data/apt-cache. Ça peut être bien de l'appeler comme ça. Après, si vous voulez l'appeler autrement, vous l'appelez autrement. Puis on va copier les datas qui sont déjà actuellement dans le cache, donc qui sont dans /var/cache/apt-cacher-ng au bon endroit. Donc je vais faire un cp espace -rp espace /var/cache/apt-cacher-ng espace /data/apt-cache. On va préserver le dossier qui est dans var cache apt-cacher-ng, donc on peut aussi l'appeler hold, secure, save, pour pouvoir au besoin resetter le cache. Quelques fichiers existent lors de l'installation et ils y sont présents. S'ils ne sont pas là, vous allez avoir le service apt-cacher-ng qui ne démarrera pas. C'est pourquoi il faut surtout faire attention et ça peut être bien de le préserver au cas où justement on le viderait. Après, sinon, vu la configuration, ça n'a rien de compliqué, on peut toujours désinstaller et réinstaller le paquet, ça fera aussi très bien l'affaire. Mais, si on peut l'éviter, c'est une bonne chose. Puis comme le dossier de destination de cache a changé, on va quand même redémarrer le service pour prendre en compte là où les différentes modifications qu'on aura mis dans notre acng.conf. Donc je vais faire un systemctl restart apt-cacher-ng. Et c'est fini. Notre serveur de cache est installé. Reste encore la démo et voir comment on l'utilise. Parce que vous allez voir que quand même, là je viens de dire, on a un cache Squid, on a un cache apt-cacher-ng. On va voir quand même que apt-cacher-ng est plus performant, mais il ne suffit pas pour faire du cache pour tout le reste. Alors on va faire la démo. Dans le document fourni avec la vidéo, j'ai mis tout à la fin une rubrique que j'ai appelée pour information. Dedans vous allez y trouver quelques actions supplémentaires qu'on va pouvoir faire pour nettoyer ou resetter le cache. Aller un peu plus loin avec les logs, les fichiers temporaires. Sans filtrage, sans Squid Report, les logs de Squid resteront quand même assez classiques. Donc ici, ils ne prendront pas des gigas de données. Par contre, si vous avez beaucoup d'utilisateurs sur votre cache Squid, là, il faudra quand même prévoir d'aller un petit peu plus loin. J'explique pas les manips. On déplace les fichiers temporaires, les fichiers de log. Pourquoi pas, on pourrait même déplacer complètement le dossier var. C'est valable de toute façon pour tous les systèmes et toutes les distributions. À partir du moment où on a beaucoup de logs, à partir du moment où on va avoir des fichiers temporaires, si on veut quelque chose de propre, on les met dans une partition séparée.
Avant de pouvoir voir ce que donne la démo, il va être nécessaire de configurer les différentes machines clients. Je montre comment on fait sur Windows. Côté Windows, c'est assez simple. Dans la configuration d'Internet, il suffit de lui indiquer d'utiliser un proxy. On trouve ça dans le panneau de configuration. Si, ça existe toujours sur toutes les versions de Windows. Dans les options Internet, dans Connexion, dans Serveur Proxy, eh bien on va lui mettre l'adresse du proxy, l'adresse IP du proxy. Ça pourrait être très bien aussi son nom DNS, comme je disais tout à l'heure. L'adresse du cache et le port qui est utilisé. Pour Windows, on utilise Squid, donc on utilise le port 3128. Pas la peine de passer dans le mode avancé, c'est pareil pour toutes les applications. Toutes les applications utiliseront le même cache. Alors je ne montre pas non plus ce que ça donne. Le cache montrait d'à peine quelques kilos, voire quelques mégas si on venait aller naviguer sur l'internet ou même télécharger quelques fichiers. C'est la même méthode qu'on utilise pour Linux. Donc finalement, on va quand même le voir maintenant. Pour Linux, avec interface graphique, on va dans le réseau et on configure le proxy avec l'adresse IP ou le nom de la machine de la même manière, le port 3128. Ici, comme j'ai pas d'interface graphique pour mes machines, alors on va le faire en ligne de commande. Alors en ligne de commande, on va setter là où les variables http://proxy. Pareil avec l'adresse du serveur et le port. Alors si vous voulez faire ça bien, de manière permanente, ne pas avoir à resetter à chaque démarrage les variables http proxy, https proxy et ftp proxy, eh bien on peut très bien le mettre dans le fichier etc/bash.rc et là on n'en parle plus. Si vous voulez le faire pour le système, on peut aussi les déclarer dans les variables système. Donc je vais tout simplement faire un export espace http://proxy égale l'adresse IP de mon serveur http://192.168.1.246 parce que ça c'est l'adresse de mon proxy Squid 2.3128 et je peux recommencer la même chose avec l'HTTPS et le FTP. En fait, on va lui dire de tout rediriger les différents appels HTTP, HTTPS ou FTP vers le port du proxy, suivant le type d'appel. Si vous ne voulez pas utiliser apt-catcher-ng, vous pouvez vous arrêter ici. Comme apt-catcher-ng gère les versions et l'origine des paquets, c'est quand même mieux. Après, ça reste une question de choix. Mais les performances seront sensiblement les mêmes avec Squid. Dès qu'un paquet est téléchargé, le fichier est téléchargé une seule fois. Si c'est Squid, il le met dans son cache. Si c'est apt-catcher-ng, il le met dans son cache. Et la fois suivante, lorsqu'on l'appelle, il va l'envoyer directement. Alors une bonne carte réseau, un bon disque, et vous voyez ce que ça va donner. On va le voir aussi de toute façon dans la démo. Sinon, pour le cache apt, eh bien on va ajouter un fichier apt.conf dans etc apt, dans lequel on va rajouter le proxy avec le port 3128 si vous voulez utiliser le Squid ou le port 3142. Donc pour le coup, je vais mettre 3142. L'idée est de voir ce que ça donne avec apt-catcher-ng. Pour faciliter la tâche, je le propose dans la démo avec un écho. Alors l'écho c'est akir http proxy et l'adresse IP de mon proxy. Alors justement, j'insiste un petit peu dessus. Akir avec un A majuscule, http proxy avec un P majuscule. Et je l'injecte avec deux chevrons dans etc apt.conf. Alors bien sûr, comme moi habituellement je l'utilise déjà, je vais peut-être quand même aller vérifier ce que ça donne parce que je risque d'avoir quelques lignes en trop. Alors pour la démo, parce qu'il faut quand même faire la démo, l'idée est bien de le faire, ça va pas être facile. Il faut télécharger une première fois les différents paquets, puis vérifier avec un second téléchargement, une seconde installation. Mais comme les clients ont aussi leur cache, eh bien il va falloir entre deux que je vide aussi le cache. Mais là je vais en reparler. L'idée reste de voir ça en utilisant plusieurs clients en même temps. Alors ici je fais tout à la volée, sans vraiment expliquer.
je ne fais pas forcément d'installation, je vais m'arrêter à télécharger uniquement les paquets. Ici, je prends les mêmes, quelque chose quand même de volumineux pour avoir au moins un peu du téléchargement et voir ses avantages. Alors je ne commande pas, je rajoute un D-D ou un download only pour juste voir les résultats. Je ne vais quand même pas installer plusieurs fois les mêmes paquets. Puis, pour vider le cache, je fais un apt clean, un yum clean all, et là, le cache sera vidé, en tout cas côté client. Du coup, si je refais un apt install qu'on voudra -d, eh bien, il va être de nouveau obligé de retélécharger tout, et là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je fais la démo en même temps que tout le reste, c'est la toute fin de la vidéo. Bon, on pourra quand même vérifier au passage le fonctionnement en allant voir ma partition data si elle se remplit. Comme tout est mis dans data, forcément les données qu'on télécharge d'un côté avant d'arriver au niveau du client, elles sont obligées d'être stockées, elles vont être stockées dans mon dossier data. Alors, vous allez quand même pouvoir vous dire à un moment que ça va être plein. En fait, le cache se vide avec les fichiers qui ne sont plus bons. Les paquets d'apt-catcher-ng, quand ils sont devenus obsolètes, sont supprimés automatiquement. Alors comment il sait qu'ils sont devenus obsolètes? C'est simple, de toute façon, il va demander au repos officiel, celui qui est d'origine, si les paquets sont encore utilisés. Donc il prend la liste des paquets et il supprime tous ceux qui sont plus bons. Alors quand même, au cas où tout ça, c'est quand même lié à la configuration elle-même. Si vous mettez encore plus de cache, forcément, ça va se remplir encore plus. Il faut savoir que les deux serveurs vont sensiblement s'équilibrer autour de 600 Go. 300 pour le Squid et à peu près 300 pareil pour l'apt-catcher-ng. Et je donne aussi quelques astuces pour vider tout ça une fois de temps en temps. Personnellement, je vide pas mon cache, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Il est très important de savoir qu'ici on parle de serveur de cache et pas un serveur de remplacement des données. Il n'est pas là pour stocker les données. Les données téléchargées sont exactement les mêmes que celles qui sont disponibles sur le web et actualisées. Pour la démo, on peut voir la deuxième fois, par exemple avec Alma Linux, le second téléchargement n'est pas mieux que le premier. Si vous y regardez un petit peu de plus près, les données sont téléchargées bien plus vite, mais une vérification de l'état des fichiers est toujours faite avant le téléchargement. On vérifie bien si ce qu'on va fournir au travers du cache correspond à ce qu'on aurait récupéré sur Internet. Que ce soit apt-catcher-ng ou Squid, les fichiers à télécharger sont vérifiés avant d'être envoyés par le cache. Si le fichier a été modifié entre les deux, il est de nouveau téléchargé. De toute façon, il n'est pas question de fournir un paquet obsolète. Si le serveur distant ne répond pas ou met un peu de temps à répondre, eh bien les données pourront mettre un peu de temps à être fournies malgré le cache. C'est la vérification en fait qui prend du temps. Il est toujours difficile d'évaluer un petit peu ce type de cas, les gains en performance dans un tel cas. Sans le cache, il est probable que le yum install aurait mis de toute façon plus de temps. Pour cette raison, apt-catcher-ng ne va pas chercher le fichier à proprement parler, mais interroge le repos, qui va lui donner alors la liste de tous les fichiers et de leur version. Comme les paquets sont versionnés, le cache en est plus efficace. Alors encore une fois, le serveur présenté ici est bien juste destiné à produire du cache, limiter les téléchargements, limiter la saturation de la connexion. Pour ceux qui seront un peu plus curieux, on peut noter qu'il existe quand même des applications destinées à donner directement des informations sur l'état du cache. On peut alors penser à des applications comme Squid Report, Sarg. Une interface de gestion est également disponible avec apt-catcher-ng. Eh bien oui,
Je ne l'avais pas encore dit, je n'ai pas le temps de parler de tout, je n'ai pas le temps de tout montrer, d'où les explications. D'ailleurs, je n'en parle même pas dans mon document. Je n'ai pas trop non plus expliqué les différents paramètres de Squid. C'est bien assez long comme ça, les curieux peuvent toujours en voir le fichier de conf d'origine, il contient presque toutes les explications. Bon, là je vous vois arriver, il y en a certains qui vont vous se dire 600 Go pour du cache, quelle misère. Dans ce cas, vous n'utilisez que le Squid. Il va commencer à stagner aux environs de 260 Go. C'est déjà mieux. S'il vous dérange, vous le vitez de temps en temps. La méthode est de toute façon dans le document. Alors j'avais un petit peu oublié le serveur de cache, mais la semaine dernière j'ai mis à jour pas loin d'une centaine de machines. Alors oui, j'avais un peu de retard, et j'ai comme objectif de me lancer dans des vidéos où je vais avoir besoin de pas mal de machines. J'ai réinstallé mon serveur de cache en Debian 12. Alors non, je fais pas ça toutes les semaines. Bien sûr, ce sont des machines qui me servent pour mes démos. C'est pas de la prod. Pour la prod, les mises à jour sont quasiment permanentes. Un serveur de cache, c'est quand même bien utile. Pour mes démos, il m'arrive d'installer 10 fois une même machine dans la journée. Passer même 20 minutes pour télécharger les paquets, ça devient quand même vite usant, pour pas dire autre chose. Certains repos ne sont pas non plus si performants que ça. Alors j'incrimine aucune distribution, mais pour certaines, dépasser 5 mégasecondes, c'est déjà un exploit. Comme vous avez la démo au passage, vous voyez que ici je ne parle pas de 5 émousecondes. Si vous faites attention aux vitesses de téléchargement, la première fois on est sur des vitesses maxi qui sont d'environ 35 mégasecondes. C'est déjà pas mal, je suis sur des repos qui tournent plutôt bien. Avec ma connexion, par contre, je serai quand même en droit d'attendre beaucoup mieux. Par contre, la seconde fois, ce sont les disques qui vont limiter. J'arrive à 150-160 mégasecondes, ça devient quand même intéressant. Ici, j'ai les performances du disque du cache et celui du client. Et bien sûr, c'est le moins rapide des deux qui l'emporte. Pour Squid, c'est quand même un petit peu moins performant que apt-cacher-ng. On est quand même au double de la connexion d'origine. Si on a plusieurs clients qui viennent se connecter en même temps, qui viennent télécharger en même temps, on y gagne quand même vraiment beaucoup. Alors ces derniers temps, je fais quand même moins d'installations. Aujourd'hui, je vais faire plus facilement des vidéos sur des programmes, mais il m'est arrivé quand même d'avoir à un moment 2 serveurs de cache en même temps. Alors c'est sûr que c'est pas aujourd'hui que vous allez en voir l'intérêt. Avec la démo en prime, probablement que vous allez vous dire que ça peut être intéressant. Installé, vide, il peut être stocké sur un tout petit disque. Quand il est vide, mon serveur fait à peine 2,5 Go. Et vous pouvez le redéployer au moment voulu. Il pourra être ressorti. Après, une fois rodé, ce n'est pas non plus l'installation qui va prendre le plus de temps. Bon, là encore, c'était une vidéo avec plein de choses. Si ça vous a plu, vous pouvez penser à liker. Là, ici, je présente quand même un système assez lourd, non pas par la difficulté d'installation, mais côté encombrement. Ça va certainement soulever des questions, des remarques. Pour l'utiliser depuis de nombreuses années, vous pouvez me croire que j'en ai trouvé l'intérêt, et ça depuis bien longtemps. Il y a largement de quoi avoir des interrogations. Donc laissez tous vos sujets sous la vidéo. Alors c'est encore un sujet que je viens de ressortir d'un placard. Je n'ai pas tout mis sous forme de tuto. Je le dis souvent, ça m'étonnerait que j'arrive un jour à en faire le tour. Parfois je ralentis un peu. Les vidéos sont mises en ligne un peu moins régulièrement, mais ce n'est pas pour autant faute de sujet. Donc on va se revoir. Alors à bientôt.